Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 de la troisième saison du balado Simplement VBP+. En réalité, on est très heureux parce que cet épisode est le premier à être enregistré en anglais et en français. C'est le début d'une super nouvelle collaboration pour vous offrir du contenu intéressant sur la production bovine au Canada et sur la certification VBP+, dans les deux langues. Un grand merci à Emma Cross, responsable des communications pour VBP+, Inc., pour son invitation à participer au balado d'aujourd'hui. Le titre de l'épisode est Produits de confiance ou l'importance de la valorisation de la marque pour les producteurs qui commercialisent directement leur viande auprès des consommateurs. Notre invité aujourd'hui est M. Stanley Christensen, producteur vache-veau situé à Lac-Sainte-Marie au Québec. La ferme Sage est certifiée VBP+, depuis août 2022. On veut savoir aujourd'hui comment est-ce que les producteurs de bovins peuvent faire pour faire connaître leur histoire aux consommateurs. On veut aussi essayer de comprendre ce qu'ils recherchent et c'est quoi leur réalité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux commencer par vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Parlez-nous un peu de vous, de la région d'où vous venez et de votre entreprise. Alors, je viens d'une ferme mixte à Nouveau-Brunswick. Donc, on avait des vaches, on tirait les vaches, vendait la crème, des patates, différentes choses. Je suis allé à l'école à Ottawa en Computing Science Technology, donc pas trop associé avec l'agriculture, mais c'est un outil très important pour moi. Et alors, je suis arrivé ici à cause du centre de ski et j'ai rencontré une fille à ce temps-là, qu'on s'est marié en 75, puis on est établi sur la ferme de sa famille, établie en 1846, le long de la rivière Gatineau, avec une vue de la montagne avec le ski à côté est, puis la rivière à l'ouest. On commençait avec un troupeau commercial qu'on a converti en élevage pur sang Angus rouge et complètement pur sang en 92. Et 10 ans après, on commençait à évaluer la possibilité de quoi faire avec des animaux qui n'étaient pas vendus pour la reproduction. Donc, on a choisi de les engraisser puis vendre la viande en direct. Alors, depuis ce temps-là, on fait ça, on continue avec une vente directe de la viande provenant de nos animaux à tous les ans. Donc, de quelle façon vendez-vous votre viande en quartier, en moitié, ou bien c'est plus des découpes individuelles? On fait 90%, c'est vendu en coupe individuelle et le reste, quelques quartiers ou demi par année. Donc, on vend en total 40 carcasses et à peu près 3 ou 4 sont vendus en quartier ou autre. Le reste, toujours morceau par morceau. Préparé à l'abattoir où ce qui offre un service complet, des burgers formés, des 6 onces ou 4 onces d'habitude et des saucisses de différentes recettes, incluant une chose très populaire, smoke meat, qui est préparé du brisket, puis c'est très populaire avec les gens qui magasinent, surtout le seul marché qu'on fait, c'est une locale le samedi matin en été. Donc, pas sûr d'avoir du smoke meat avec nous. Parfait. Donc, quel canot utilisez-vous pour vendre votre produit puis en faire la promotion? Toute la promotion se fait localement, surtout parce qu'on sait qu'avec une production limitée, on a amplement des clients locaux, avec des activités comme des pique-niques, des mariages et différentes activités où ce que le monde demande un produit, mais souvent on commandite quelque chose pour les activités comme ça. On est aussi très présent au centre de ski où ce qu'on on fournisse leur bœuf haché euh, pour chaque hiver, puis au golf aussi, avec le restaurant là. Et comme j'ai mentionné, on a un restaurant qui était notre premier acheteur de bœuf haché. Il offre un Big Stand Burger, donc ça reflète moi là, à 6 pieds 4, donc tout le monde me connaît, donc
ça aide à avoir une clientèle qui cherche le produit. Donc, Stan, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est qui au juste votre clientèle? Est-ce qu'il y a un type particulier de client avec lequel vous êtes le plus en contact? Notre clientèle se compose des résidents permanents et des résidents à temps partiel dans notre région. Le fait qu'on a 600 résidents permanents puis de 2500 avec des chalets, ça fait qu'on a beaucoup de clientèle disponible, donc une infime petite portion de ceux-là, ça sera suffisant pour consommer notre produit. On était surpris. On a des gens qui étaient anciennement fermiers ou agriculteurs qui sont souvent des bons clients aussi. Vous nous avez parlé un peu tantôt, là, comment vos clients viennent chercher la viande directement chez vous, puis vous mettez vraiment beaucoup d'emphase sur votre communauté. Donc, c'est quoi votre stratégie de vente? Comment est-ce que ça fonctionne, un peu votre marketing? Un tour de bœuf arrive ici en boîte. On a un congélateur sur l'eau, une remorque, et on amène ça, on distribue dans nos autres congélateurs ici sur place. On a un petit bâtiment avec différentes coupes par chaque congélateur. Et on appelle ça la boutique de bœuf ici. Et les clients viennent, la plupart viennent ici pour chercher. Puis ça fait partie de l'expérience d'acheter à une ferme. Il peut visiter, il emmène des enfants, des petits-enfants des fois, puis il peut voir des animaux dans le champ ou à côté. Juste l'expérience, je pense, c'est une partie importante de qu'est-ce qu'on a. Oui, puis en même temps, ça fait de la belle promotion sur la production bovine et tout, puis les gens voient vraiment d'où leurs produits viennent. Fait que ça, c'est toujours super le fun pour eux aussi de voir ça. Est-ce que, je me rappelle plus si on a parlé de ça tantôt, mais est-ce que vous avez une boutique en ligne? Comment vous fonctionnez pour les commandes? Non, en ligne, non. On trouve ça, c'est trop non personnel, là. OK. Ça ne nous donne aucune chance de se démarquer de tous les autres produits. Donc, si c'est une boutique en ligne, mais ils vont aller chez Costco ou quelque Hmm. chose. Quand Fait que c'est ils vraiment viennent votre ici, c'est pour signature. l'expérience, là. Puis on maintient ça comme une priorité pour nous. Tantôt, on parlait que vous faites beaucoup de plus des découpes individuelles. Donc, comment est-ce que vous gérez tout ça, ces inventaires-là? Est-ce que c'est plus selon la demande ou est-ce que vous faites la transformation sur une base plus régulière ou c'est toujours en constante évolution selon la demande que vous avez? Il y a une évolution constante. On réserve nos dates à l'abattoir une année d'avance. Et là, d'habitude, on fait abattre 3 par mois avec quelques ajouts. Dans ceux-là, on a des gens qui font des commandes spéciaux d'avance, puis on a une liste de priorités, puis du monde, quand on a des animaux qui rentrent, on les appelle, puis dire, ou on envoie un texte, dire, votre commande est prête, ou on a une partie de votre commande, donc voulez-vous ajouter d'autres choses? Et de venir la chercher puis ajouter en arrivant différentes choses. On a certaines coupes qui sont toujours en grande demande parce que le monde à l'épicerie, mais il ne réalise pas euh, qu'on a un gros animal avec plusieurs coupes et on ne peut pas tout transformer en filet mignon. Alors, le filet mignon Exact. représente 1% de la carcasse, mais mettons 800 livres de carcasse, ça donne 8 livres de filet mignon, donc à peu près, là. Il n'y a pas beaucoup. Puis, il y a d'autres questions, comme souvent, ils vont dire, bon, T-bone ou un filet mignon, mais quand on fait un T-bone, un aglio, là, il y a pas de filet mignon parce que ça fait partie Mhm. Ben oui. de ça. Donc, ça, c'est beaucoup des questionnements, tu sais, un contre-filet, puis un filet, mais là, tu n'as pas de T-bone. Puis, dépendamment de la grosseur des carcasses, parce qu'on a pas mal de variations. Et là, les plus petits, on va vendre. Si on peut vendre là, ça, on est bien content aussi, là. Ben justement, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà demandé une coupe?
qui connaissaient pas trop, qui ont essayé, puis finalement, c'est devenu pour eux comme quasiment une nouvelle coupe qui demande par la suite, là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, on a des gens qui, une fois qu'ils ont essayé quelque chose comme, parfois depuis quelques années, la bavette est très populaire, le monde demande la bavette, mais un steak de flan, c'est Mhm. tellement différent, puis si c'est préparé correctement, là, il peut avoir un très bon résultat, puis même le flan, ça peut les coûter un peu moins cher aussi, donc Oui. c'est souvent des choses de même, là, que c'est Ouais. reflété dans le futur, là. Chaque fois qu'on on convainc du monde d'essayer, mais souvent, ils reviennent avec ça. Puis Cheryl aide du monde, moi, pas beaucoup, là, mais sur le grill dehors, peut-être, mais dans ce qui il y a des recettes, ben, on recommande qu'ils vont sur le site de Canada Beef aussi, puis ou trouver des façons d'utiliser les outils qui sont là pour avoir le meilleur résultat avec leur bœuf. C'est super comme c'est une super belle opportunité aussi pour découvrir des nouvelles coupes ou découvrir la production bovine en tant que telle ou tout ce qui est c'est une belle opportunité d'éducation du grand public. Donc c'est vraiment super. Un gros merci. Oui, on avait une personne que joue au golf avec régulièrement. Les vendredis après-midi, joue au golf. C'était un ami aussi, puis il a fait comme un party à la fin de la saison de golf. Il a acheté 5 steaks de flan. Euh, Puis on dit, bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, ils ont mariné ça, il y avait un smoker, ils ont fait, tu sais, juste chauffer vite avec le barbecue, puis après ça, dans le smoker, puis on tranchait ça, puis le monde dit, wow, c'est quel coupe ça, là! C'est un steak de flan, puis vraiment, on peut compter, lui, ils viennent souvent, puis il en prend 4-5. Oh C'est mon Dieu. populaire. Ça donne toute fin, cette conversation-là. On va essayer des nouvelles recettes, en tout cas. Donc, c'est vraiment une super belle opportunité, comme on disait, d'éducation là, sur votre produit. Donc, quand vous parlez avec vos clients, c'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent sur votre produit? Beaucoup de clients posent des questions sur la façon d'élever, l'alimentation des animaux. Mais beaucoup, c'est par rapport à l'interaction avec nous, avec la famille, comment est-ce que nos petits-enfants réagissent avec des bovins qui sont alentour. On fait partie d'un groupe qui mange souvent au cafétéria, au centre de ski comme en hiver, puis le monde qui nous connaît, mais il apporte des documents, des coupures de journal, etc., qui parlent de l'élevage bovine, puis ça fait partie d'une conversation. Donc, c'est pas uniquement sur le produit, mais sur l'ensemble de notre pratique d'élevage et comment est-ce que on réussit dans une région comme la nôtre d'être éleveur bovin et faire partie de notre communauté, une participation complète, là. Oui, on voit, c'est ça. Vous êtes vraiment au centre de votre communauté, puis vous parlez de votre production. C'est vraiment on pourrait dire, vraiment une plus-value là, pour vous là, de vendre directement aux consommateurs. Oui, mais aussi, là, on a un ajout depuis quelques années. Cheryl est maire de la municipalité aussi. Donc, OK. là, il y a la politique, l'élevage, il y a la protection de l'environnement qui, le monde apprécie que la zone agricole ici, c'est une réserve, c'est conservé. Mhm. Ben justement, vous dites parler d'environnement, là, vous avez gagné un prix, là, vous, l'année passée, en lien avec l'environnement. Voulez-vous en parler un petit peu? Oui, mais le prix d'intendance environnementale, on était reconnu comme celui au Québec qui avait des démarches qui conservaient l'environnement ou qui protégeaient en même temps qu'on fait une pollution bovine. Donc, notre situation est idéale pour ça. On a beaucoup de terrain ici, c'est 80% forestier, 20% à peu près là, en champ, puis on loue des terrains dans la région. Puis
C'est tout fait avec une rotation des pâturages. On n'a pas fait de labo depuis 30 ans. On réussit de maintenir des champs à assez bonnes conditions avec nos animaux, qui sont nos employés, là, en ce qui concerne la gestion des terres et tout ça. Là. Mhm. Donc, ils travaillent pour nous et nous avec eux autres. Donc, Super. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que les gens arrivent chez vous là, avec des découpeurs de journaux pour vous poser des questions sur votre production, votre entreprise, parce que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité là, d'avoir quelqu'un dans son entourage en agriculture pour en parler. Qu'est-ce que vous pensez que la vente directe justement de vos produits aux consommateurs, ça vous permet de facilement pouvoir raconter votre histoire puis de parler de votre production? au début de la vente en direct, on pensait que ce serait un bénéfice en argent, financier surtout, mais effectivement, le grand bénéfice, c'est que tout le monde qui marchait le long du chemin, qui voyait les animaux, mais maintenant, Mhm. depuis ce temps-là, il peut associer les animaux avec la viande puis avec l'élevage. Ça fait, si on a un champ que les animaux sont ailleurs, mais des fois, ils vont appeler où sont partis les animaux parce qu'ils aiment les voir. Ils aiment les voir dans les champs avec le lac dans le background. C'est très intéressant pour nous qui tourne à nous pour avoir des réponses. Je pense que c'est une position idéale euh, pour nous d'influencer qu'est-ce qu'ils pensent de l'élevage bovin. Donc, tu sais, vous pourriez dire que est-ce que c'est ça que vous pensez qui démarque vraiment votre produit des autres, là, puis qui fait en sorte que vos clients reviennent semaine après semaine, mois après mois, année après année? Définitivement, je suis sûr. Super. Oui, ben on voit que vous êtes vraiment, c'est ça, vraiment proche de votre communauté, puis ça se reflète là, dans le succès de votre entreprise aussi. Mais c'est sûr que ça donne une durabilité, là, et c'est ça qu'on assure qu'on n'a pas de bris dans la livraison, qu'on maintienne un produit, on est toujours là. Et là, ça reflète plus que 175 ans avec une ferme dans la même famille, mais c'est peut-être pas rare, mais c'est pas commun. De dire qu'on adapte les ressources qui sont ici à un élevage l'élevage est adapté à l'environnement. Donc, ça fait que c'est une belle qualité de vie pour nous. Euh, les enfants, mais Ian, notre fils, est en plein sur la ferme. Ces deux garçons sont ici. Ils restent dans leur maison qui est plus loin sur la ferme. Quand le monde traverse le petit pont sur le ruisseau, en rentrant, mais c'est notre domaine à partir de là, les 2 kilomètres à la fin, là, c'est tout un chemin public, mais c'est entièrement sur notre terre. Donc, tantôt, on parlait que vous êtes certifié VBP+ depuis 2022. C'est sûr que ça fait longtemps que vous vendez votre viande, votre communauté vous connaît bien. Mais est-ce que vous voyez un avantage là, d'être certifié VBP+? Oui, nous avons vendu comme presque une vingtaine d'années avant de se faire certifier. On avait adopté des pratiques bien planifiées, puis je pense le programme VBP Plus est un atout, ça veut dire, ça donne un rappel, une liste de rappels chaque fois qu'on fait un geste, pose un geste avec les animaux, avec l'élevage, mais est inscrit sur un formulaire. Nous, le seul changement avec VBP+, on changeait le papier ou le formulaire de reporter comme une vaccination, un traitement ou autre chose. Puis ça fait à nos clients, là, quand l'enseigne est là, il y en a qui posent la question, mais on les rappelle que ça veut dire qu'on utilise les mêmes pratiques qui sont utilisées à travers le Canada pour assurer le bien-être des animaux, bien pour l'environnement, puis on travaille toujours pour améliorer comme nos confrères et consoeurs partout au Canada. Non, c'est vraiment intéressant, surtout qu'ils vous posent des questions sur la certification, puis vous pouvez dire là, que
il y a de la viande de qualité de produits à travers le Canada, puis que le programme peut aide à montrer ça, là. Surtout qu'en plus, vous dites que vous avez pas dû changer de vos pratiques tant que ça là, sur la ferme pour pouvoir être certifié, là. Mais c'est ça, c'était très simple. Mais Vous pour faisiez nous, là. beaucoup, ouais, c'est ça, vous aviez déjà quand même une base, là. Oui, mais la notion qu'on devrait se conformer à un genre de protocole pour l'élevage, là, je pense que c'est très important aussi. Si on veut avoir un produit uniforme, un produit qui est toujours pareil, ben, il faut développer des pratiques. Comme dans toute industrie, il ne faut pas commencer à construire un auto par l'autre bout, là, parce que des fois, tu vas avoir comment ça s'appelle, le Cadillac de Johnny Cash, là, avec différents morceaux. Mais ça vient vraiment mettre un saut sur les pratiques que vous faites déjà. Puis ça, tu sais, comme vous le dites, là, vous avez des questions de vos consommateurs, puis vous pouvez leur dire, voici les pratiques qu'on fait. Puis il n'y a pas juste moi, c'est vraiment à travers le Canada au complet. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Oui, la guide de bonne pratique qui est à utiliser pour développer ça, là, je pense, c'est un outil, il faut être qui est constamment en évolution aussi. Il faut qu'on évalue les changements de culture chez les consommateurs dans la société. Puis c'est sûr que depuis 30 ou 40 ans, on a des changements, mais des fois, on résiste un peu, mais euh, des fois, c'est juste pour faire partie du groupe qui résiste. Mais réellement, là, d'aller chercher les nouveautés, là, je pense que c'est toujours un plus, puis c'est une découverte chaque fois qu'on trouve quelque chose de bon, là. Oui, puis est-ce que vous avez vu justement depuis 20 ans que vous faites de la vente directe, est-ce que vous avez vu une évolution des consommateurs? Est-ce que justement, est-ce qu'ils posent plus de questions? Oui, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'influence, ben, des influenceurs qui mettent toutes sortes de choses dans les médias sociaux, puis tout ça, là, puis le monde, ils viennent, je suis content qu'ils viennent à moi, là, pour avoir une réponse en pratique, là. C'est pas juste en théorie, puis tout ça, là, c'est comment ça fonctionne en pratique, puis ils constatent quand ils viennent que ça fonctionne vraiment bien. On a parlé beaucoup de votre promotion, des coupes ou des découpes qui fonctionnaient le plus, qui étaient les plus populaires. Mais est-ce que vous avez des fois des découpes ou des sortes de produits transformés là, qui vous donnent un peu plus de fil à retordre côté vente? Puis si vous en avez, là, comment est-ce que vous faites pour remédier à la situation? Souvent, les petits steaks qui sont maigres, qui n'ont pas de gras, pas de persillage, euh, sont, sont plus abondants après un animal est arrivé. On a quelques clients, par contre, qui veulent avoir absolument la viande le plus maigre, mais en général, le monde, quand il voit une coupe, ben, s'il n'y a pas de persillage, ben, il demande comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir quelque chose qui est bon avec ça. Donc, la ronde sur longe, des fois, sont plus difficiles, ou pas plus difficiles, mais ils partent pas aussi vite que les coupes comme les rib steaks. Tu sais, Mhm. quelque chose avec l'os est très populaire. Donc, les Donc, gens, ils vont venir vous voir puis ils vont vous demander, par exemple, comment ça va, comment je vais pouvoir utiliser cette coupe-là ou quoi que ce soit. C'est vraiment avec votre connexion avec vos clients que vous allez pouvoir plus facilement, euh, plus facilement liquider cet inventaire-là, vous pensez? oui, et on avait une foire alimentaire au centre de ski il y a 2 ans, puis le chef au centre de ski, ben, c'est lui qui achète notre produit, mais lui a préparé du surlonge mariné là, en tranché puis pour goûter, puis on a vendu tous les billets dans quelques minutes, là. Le monde était surpris qu'une viande maigre ben, pouvait être aussi bon, puis tendre, puis le goût était excellent, mais ça dépend le mariné aussi, là. Oui, Mais, c'est toujours bon. lui, il avait la chance de dire comment faire aussi. Donc, c'est ce genre d'événements, là, on participe régulièrement là, pour être sûr que le monde réalise
qu'il y a plus que du bœuf haché puis rib steak. Encore une fois, c'est vraiment une super belle opportunité pour faire de l'éducation des couples de bœuf, là. Fait que c'est vraiment super. Votre connexion à la communauté, on peut pas la passer à côté, là. Si on revient avec la transformation de votre viande, est-ce que vous faites toujours affaire avec la même abattoir ou est-ce que vous avez plusieurs partenaires là-dedans? Nous avons commencé à vendre la viande en 2002 et depuis 2004, c'est toujours le même abattoir, l'abattoir Bowman à Thurso. Donc, c'est 1h45 d'ici. On amène les animaux, puis quand on amène les animaux, on amène des instructions. Avec chaque animal, il y a des instructions comment préparer, comment emballer, comment couper. Ils ont un genre de formulaire standard, puis si on a des ajouts, quelque chose à suggérer, il y a une place sur le formulaire. Donc, c'est de cette manière-là, on répond à nos besoins, qu'est-ce qu'on pense qu'on va avoir besoin. Il y a beaucoup d'estimation là-dedans, là. Guesswork, si vous voulez Oui. dire. Ben, mais on ajuste constamment là, sur qu'est-ce qui est en inventaire, s'il y a une activité spéciale qui viennent, qui ont besoin de quelque chose. En particulier, je mentionne les festivals de vélo de montagne qui est à côté, mais des fois, ils vont commander, mettons, un 500 burgers pour telle journée, puis même l'année passée, il y avait un groupe qui ont demandé les côtes, les côtes de bœuf qu'ils pouvaient mettre sur le grill aussi. Donc, comme exemple, ça c'est un exemple, mais c'est ajusté constamment. OK, c'est ça. C'est jamais la même demande à chaque mois, par exemple. Vous allez vraiment changer selon la demande de vos clients. Puis j'imagine aussi selon la saison aussi, ça change cette saison du barbecue ou si on veut faire plus des cubes avec des mijotés quand il commence à faire plus froid, là. Oui, c'est ça, des rôtis, mais des fois, il y a la demande pour rôti. Puis il y a d'autres Mhm. saisons, pas beaucoup. Mais maintenant, on a certaines clientèles qui cherchent, même en été, d'avoir les petits rôtis comme 1,5 livre, 2 livres. OK. Mon frère, il prépare ça dans son barbecue, là, puis c'est excellent. Donc, toutes des rôtisseries, des différentes façons de faire, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est comme ça que vous pouvez garder, là, c'est ça, de la nouveauté, là, quasiment à tous les mois, là. C'est l'avantage d'un bœuf, là, et pas juste deux pattes puis le poitrine, là, comme un poulet, là. On a une variété, grande variété de coups. Oui, ça, c'est certain. Pour quelqu'un qui aimerait ça, commencer à faire de la vente de viande, par exemple, à la ferme, ça serait quoi les règlements en vigueur au Québec là, pour pouvoir le faire? Puis vous, est-ce que vous avez déjà eu des défis là, en lien avec ça? Ici, on devrait avoir tout animal qui sera abattu pour la vente devrait être inspecté. Donc, on fait affaire avec des abattoirs avec une inspection provinciale. Le cas avec le fédéral, il y en avait un, mais c'est fermé depuis quelques années. Mais avec une inspection provinciale, il y a une contrainte, c'est que la viande ou les produits alimentaires, une fois inspectés de cette façon-là, ne peuvent être vendus en Ontario. Donc, on est près de la frontière. Malgré ça, on peut vendre à un consommateur qui est ici en visite, qui ramène sa maison en ville. Donc, pour nous, c'est relativement pas trop trouble. Beaucoup de monde qui ont des maisons, des chalets ici ont une maison, s'ils en ont un à Ottawa, mais ils peuvent apporter les produits avec eux. Je crois que la sécurité alimentaire est super important. Puis nous, le fait qu'on vend du congelé emballé sous vide, ben, on dit bon, ça ne nous touche pas, mais quand même, pour avoir un permis de vente au détail, ça prend un certificat d'avoir suivi une formation dans la préparation des produits alimentaires. Donc, ça, on a un certificat ici, puis on renouvelle chaque année. Malgré on n'aime pas payer 260 $ pour le renouvellement du permis. Mais quand même, c'est important d'assurer que nous et nos clients sont protégés de cette façon-là, quelque chose qu'on n'a pas vu ou
de quoi l'animal est vu vivant et Mhm. en carcasse. Donc, je pense que c'est une partie importante. Oui. Si, si le monde adhère tout à ça, mais il y aura assez de clientèle pour assurer que les abattoirs fonctionnent. Toujours le problème avec les abattoirs, c'est qu'il manque de fournisseurs d'animaux. Mm. Ouais, ben, comme vous avez dit tantôt, là, c'est important de se garder à jour. Puis c'est sûr, comme vous dites aussi, là, la salubrité des aliments, c'est vraiment important. Puis surtout si on veut garder c'est pour la confiance des consommateurs face à notre produit et tout, là. Donc, parfait. Merci beaucoup. Ça fait 20 ans que vous faites de la vente directement aux consommateurs. Qu'est-ce qui vous a poussé là, à vous lancer il y a 20 ans dans ce projet-là? Mais en début de l'élevage de Angus, on a trouvé que les veaux au sevrage étaient escomptés à l'encan par rapport à des races continentales. Donc, on a dit, bon, s'ils sont escomptés, pourquoi? Puis là, on a évalué des taureaux dans les stations au Québec et on savait que la performance de nos animaux était même supérieure à tous les autres races parce qu'on a fait une sélection de qualité, de performance des animaux. Et donc, on a dit pas comment on va capturer ça. Et on a décidé de les alimenter pour finir, puis avoir le plein valeur. Un des problèmes avec l'élevage de taureaux pour la sélection, nous, on fait la sélection après qu'ils sont tous évalués, donc là, ils ne sont pas castrés. Et comment travailler avec des taureaux? À la fin, au lieu d'avoir un escompte en partant de 25 cents, mais on a trouvé, surtout si on vendait des coupes, mais il n'y a pas de considération de ça. On savait que la performance était excellente parce qu'on avait un groupe qui était placé en parc au Québec et ils ont performé plus que tous les bouvillons implantés à cette parc. Et on a vendu directement de là avec des lots de bouillon à St. Helens ou Riding Regency, puis on a eu d'excellents résultats. Donc, on savait que était très, était vraiment l'équivalent, mais en même temps, on développait lentement la vente à partant de quelques animaux jusque depuis quelques années, c'est 38 à 40 bêtes par année qui sont converties en viande. Donc, on a le plein de valeur pour tout le travail qu'on a fait dans la sélection génétique. Ben oui, ben c'est intéressant de voir comment vous avez su vraiment venir diversifier votre entreprise, là, puis venir vraiment chercher la plus-value de tous vos animaux. Non, c'est vraiment super intéressant. Donc, on est déjà arrivé à la fin. J'aimerais vous laisser le mot de la fin, justement, pour inspirer tous les producteurs qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être débuter un projet de vente à la ferme. Ça serait quoi vos conseils? Premièrement, d'apprendre comment produire un produit qui est consistant là, d'un animal à l'autre et choisir c'est quoi ce produit-là. Et là, quand vous allez faire une promotion, vous allez avoir la confiance que vous pouvez vraiment produire. Si vous établissez beaucoup de critères d'avance, puis là, vous essayez en même temps de créer ce produit et la vendre, mais malheureusement, vous allez soit offrir quelque chose que vous n'êtes pas capable de produire ou d'avoir tellement peu d'animaux qui qualifient à la fin que vous ne servez pas beaucoup de clientèle. Donc, c'est très important d'avoir quelque chose de réaliste, voir les valeurs que vous avez à la ferme, les ressources que vous avez, puis comment le produire. Et là, là, vous êtes capable vraiment d'avoir confiance que le premier achat par quelqu'un, c'est pas le dernier. Hmm, j'aime ça. Puis j'imagine aussi avoir le goût du service à la clientèle, ça doit quand même, faut avoir un peu conscience que ça vient avec ce projet-là, qu'il va falloir faire du service à la clientèle. Oui, c'est essentiel de voir qu'il y a certaines personnes qui n'achèteront pas votre produit, c'est sûr.
Mais peut-être qu'il faut avoir la persistance comme chez McDo, comme on a dit, un chausson avec ça, mais d'autres choses avec ça, tu sais, c'est posé combien de fois par jour, tu sais, donc, euh, il faut toujours réaliser que du monde va avoir des raisons pour choisir ou non votre produit ou un de vos produits. Et ça appartient à eux. C'est l'acheteur qui a toujours le dernier mot, là. C'est la personne. Puis nous aussi, là, on n'a pas fixé des objectifs avec des marges ou des prix tellement plus élevés que le produit régulier, là. On regarde régulièrement les spéciaux, les produits similaires chez, euh, chez les magasins, chez les épiceries, puis on regarde un peu ça. Et on utilise ça comme base de notre prix. Puis, ça fonctionne pour nous. C'est sûr que des fois, on aimerait charger plus cher, mais beaucoup de monde qui charge très cher sont toujours à la recherche de nouveaux clients. Alors, je me demande, ben, je n'ai pas besoin de demander pourquoi. Et nous, on n'a pas besoin de faire beaucoup de marketing comme c'est là, on a une clientèle qui attend notre produit, puis on ne veut pas les faire attendre trop. Donc, Ben, parfait. Merci beaucoup encore pour votre participation. Puis c'est vraiment des super bons conseils pour que les gens puissent en apprendre plus là, sur la mise en marché à la ferme. Donc, merci encore. merci pour l'opportunité. Je trouve